l'actualité ce samedi, la Côte d'Ivoire représentée à Addis Abeba par son vice-président à la réunion de ce jour du mécanisme africain de l'évaluation par les pairs. Une rencontre en marge du 28e sommet de l'Union africaine. Élections législatives à Divo et à Kouibli. Après une campagne électorale de 3 jours, les électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi. L'heure est à l'attente des résultats. Le scrutin législatif du 18 décembre dernier avait été invalidé par le Conseil constitutionnel dans ces deux localités. Le placali, un mets ivoirien à base de manioc, est très consommé en Côte d'Ivoire. Petit bémol, il est maintenant emballé dans des sachets plastiques pendant qu'il est encore chaud. Une pratique dangereuse pour la santé. Le Burkina Faso et le Cameroun qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2017. La Tunisie et le Sénégal sont éliminés. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Il est présent à Addis Abeba en Éthiopie pour le 28e sommet de l'Union africaine. En marge de l'événement, le vice-président ivoirien a pris part ce samedi à une réunion du MAEP, le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs. Il a été question de faire le point des activités du mécanisme pour l'année 2016 et pour les dirigeants du MAEP, la réalisation de 5 rapports d'évaluation au cours de cette année est une grande avancée. Daniel Kablon-Duncan a évoqué la stratégie ivoirienne pour les activités du MAEP en vue de la promotion de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Président, Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, par votre implication personnelle et très dynamique, vous avez su conduire le MAEP, ce qui lui a permis, sans aucun doute, d'aboutir à une très forte adhésion de nos États au mécanisme et à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre pays, et dans le contexte de la mise en œuvre du MAEP, la Commission nationale de gouvernance a élaboré une stratégie de communication. Ce travail a été réalisé dans un processus inclusif, en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et le secteur privé. La campagne de communication, de sensibilisation va se renforcer avec le lancement de la collecte d'informations descriptives et statistiques que mèneront les instituts techniques de recherche. Cela nous permettra d'amorcer la phase d'auto-évaluation de notre gouvernance. Enfin, conformément donc aux engagements pris par le président de la République, Alassane Ouattara, devant ses pairs le 29 janvier 2015, les moyens financiers appropriés sont donc dégagés pour permettre une mise en œuvre réussie du processus du MAEP en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voulais juste ajouter que grâce au MAEP, les actions déjà entreprises, mais aussi et surtout grâce aux réformes structurelles et sectorielles déjà accomplies par la Côte d'Ivoire, ce pays a connu une croissance importante, en moyenne de 9% depuis 2012, donc sur les 5 dernières années. Sur le sol ivoirien, à Divo, les bureaux de vote ont fermé à 18 h. Ce samedi était jour de scrutin législatif. Le vote du 18 décembre dernier ayant été invalidé par le Conseil constitutionnel. Hermaniamia. Divo, chef-lieu des régions du Logibwa. Cette commune fait partie des 2 localités où les élections législatives ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Pour cette reprise des élections, les populations se sont encore mobilisées pour accomplir leur devoir civique. En lieu de reprendre la deuxième fois, on est venu reprendre. Il n'y a pas de problème. Avant de rentrer, on nous demande la carte d'électeur, la carte d'identité. Bon, pour le moment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, quoi. Et qu'il n'y aura pas de reprise. Tout ça va bien se passer. On ne veut pas de palabres, rien dedans. Ce qui est passé. Donc la personne qui gagne, son ami n'a qu'à le féliciter. C'est Dieu qui a voulu. Centre culturel de Divo, groupe scolaire Fraternité, EPP Dialogue 2, EPP Dioulabougou sont quelques centres visités. Dans les différents bureaux de vote qui ont accueilli également les candidats, les agents de la commission électorale indépendante CEI et les observateurs attestent que les choses se passent bien. Sur la liste, le listing, nous avons 440 inscrits. À 8h46, nous sommes à 16 votants. Pour le moment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anomalie, tout se passe bien. Il y a de l'engouement. Depuis 7 heures, nous sommes déjà dans notre 4e ou 5e bureau de vote. Pratiquement, nous observons que tout va bien, en tout cas pour l'instant. Nous continuons le travail, nous allons revenir par la suite pour voir
ce qui ne va pas. Sinon, pour l'instant, ça va. Le premier magistrat de la commune venu accomplir son devoir civique invite les populations à prôner l'apaisement et à accepter le résultat des urnes. Nous avons besoin de développement et le développement ne va pas avec le désordre. Donc l'appel que, en tant que premier magistrat de la commune, je lance donc aux différents candidats, c'est d'appeler donc leurs partisans à accepter les résultats. Après tout, c'est une élection. Après l'élection, nous demeurons des frères et sœurs. 7 candidats étaient en lice. 3 ont officiellement jeté l'éponge. Il reste donc le candidat du RHDP, de l'UDPCI et 2 candidats indépendants. Pour la sécurisation du scrutin, un nombre impressionnant de forces de l'ordre a été déployé. Cap maintenant sur Kouibli, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Là aussi, le scrutin législatif du 18 décembre dernier a été annulé. Les populations ont donc voté à nouveau ce 28 janvier. F-Boy. Brigade de la gendarmerie de Kouibli ce samedi 28 janvier 2017. Une ambiance particulière règne dans les locaux. Une réunion du poste de commandement secondaire pour la sécurisation du second tour des législatives dans le département de Kouibli. Un effectif de plus de 340 hommes engagés, gendarmes, policiers et militaires y compris. Le chef d'escadron Balé donne des instructions et c'est le départ pour les différents lieux de vote. Pendant ce temps, au centre culturel, nous vivons les dernières minutes avant l'ouverture des bureaux de vote. Les premiers électeurs sont déjà en rang et accomplissent tranquillement leur devoir. Pour une commune ou bien pour un département, il faut avoir un élu. Donc ce matin, je suis venu pour voter mon candidat. Si on dit de reprendre 1000 fois, je suis prête à reprendre. Depuis 6 heures, j'étais déjà réveillé. Je pense que pour le moment, ça se passe bien. Voilà, c'est mon souhait. Et justement, le préfet du département fait sa ronde des bureaux de vote. Il revient sur les dispositions prises pour le bon déroulement du scrutin. Hier, le superviseur et moi-même, nous avons eu une rencontre avec les différents candidats pour essayer de leur expliquer le mode opératoire, comment il faut faire pour avoir un scrutin apaisé. Et j'ose croire que ça sera le cas. En tout cas, au groupe scolaire Kouibli 1 et 2, tout se déroule bien. Et un peu plus loin, dans le village de Guenglo-Guezon, les électeurs arrivent par petits groupes et accomplissent tranquillement leur devoir. Rien à signaler dans les sous-préfectures de Totodrou et de Nindrou. Tout se passe bien. Au siège de la commission électorale indépendante locale de Kouibli, on s'apprête pour la nuit électorale, toutes dispositions ayant été prises pour transporter les urnes. Sur 14 candidats présents au premier tour, 3 se sont retirés officiellement. Pour cette circonscription, un seul siège est à pourvoir. Kouibli et Divo, le vote est terminé. C'est maintenant l'attente des résultats. La coalition des leaders du parti au pouvoir a tenu une conférence ce samedi. En première ligne, la situation sociopolitique dans le pays. Le président de la coalition exhorte au dialogue pour la stabilité du pays et surtout pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Sidonie Davila. Face aux récents événements dans le pays qui ont suscité des craintes et des interrogations, la coalition des leaders du parti au pouvoir, CLPP, s'est exprimée ce samedi pour dénoncer le climat délétère qui risque, selon ses membres, de compromettre les acquis. Nous félicitons le président Alassane Ouattara pour les changements qui sont en train d'être opérés à la tête des différents commandements. Le président de cette coalition appelle donc à la vigilance des autorités et au dialogue pour décanter la situation. Nous demandons à tous les hauts cadres et les principaux leaders du RHDP de mener une discussion franche avec eux pour voir comment préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La coalition des leaders du parti au pouvoir est un mouvement politique créé pour soutenir les actions des leaders du RHDP, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. De ce fait, les membres demandent à ces deux leaders de mener une réflexion approfondie pour l'alternance 2020 en vue d'une paix et une stabilité en Côte d'Ivoire. Le mouvement des forces d'avenir MFA invite lui aussi les Ivoiriens à choisir la voie du dialogue. Le bureau politique du MFA a réaffirmé son appartenance au RHDP. Mamadou Kouassi. Une mobilisation des militants du mouvement des forces d'avenir MFA pour réaffirmer leur soutien au président du parti, Anzoumana Moutaye, au cours de la session extraordinaire du bureau politique.
Cette réunion a permis également aux instances du MFA de dresser le bilan des législatives 2016, mais aussi de faire le point de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Anzoumana Moutaye et ses militants félicitent le président de la République, Alassane Ouattara, pour la mise en place des institutions de la Troisième République, tout en réaffirmant leur appartenance au RHDP. Le bureau politique note avec satisfaction la mise en place des institutions de la Troisième République. Le bureau politique félicite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la qualité et l'intégrité des personnalités choisies pour diriger ces institutions. Le bureau politique réaffirme son attachement au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le président du MFA, Anzoumana Moutaye, et ses militants saluent également les dispositions prises par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le règlement des différentes crises sociales qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le MFA invite donc les Ivoiriens à privilégier le dialogue en cas de revendication. Le bureau politique note avec satisfaction le retour au calme après le soulèvement de certains militaires et félicite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour les mesures prises pour ramener le calme, la paix et la quiétude dans notre pays et l'assure de son indéfectible soutien. Le bureau politique, s'agissant de la grève des fonctionnaires, encourage vivement le gouvernement à poursuivre les discussions en vue de trouver des solutions durables à leurs préoccupations. Le bureau politique du mouvement des forces d'avenir a approuvé un atelier de réflexion sur l'avenir du parti dans les prochains jours. Atelier qui sera suivi d'une tournée de mobilisation du président du parti. Voilà, concernant la grève des fonctionnaires, elle est suspendue. À partir de ce lundi 30 janvier, ce sera donc la reprise du travail pour tous les fonctionnaires ivoiriens. Dans le domaine de l'énergie, la production nationale va augmenter. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a signé une convention avec un opérateur européen. Il s'agit de l'aménagement hydroélectrique du site de Kokumbo dans le centre de la Côte d'Ivoire. Francis Boifo. Signature d'accord entre le directeur général de l'énergie représentant l'État de Côte d'Ivoire et le directeur général d'une société anglaise d'électricité. Elle marque le début des études pour l'aménagement hydroélectrique du site de Kokumbo sur le fleuve Bandama au centre du pays et le raccordement au réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale. Sa capacité de production est estimée à 78 MW et un productible annuel de 350 GW par heure. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables demande à l'opérateur d'accélérer le processus. Le rapport provisoire de l'étude de faisabilité, l'offre technique et financière, le business plan du projet et la finalisation de la convention de concession sont prévus dans 24 mois. J'ai demandé à ce qu'ils puissent nous fournir une électricité de qualité à un coût compétitif. Parce que c'est important à la fois pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de son industrie et également pour permettre aux populations ivoiriennes de consommer. Et c'est sur cette base-là que nous ferons notre sélection finale, d'aller ou pas de l'avant avec eux. C'est dans l'intérêt de la société, de ses financiers, de ses bailleurs de fonds, de faire en sorte que le tarif ultime soit soutenable par le secteur énergétique. Et donc ça rentre tout à fait en ligne avec la philosophie de notre société. D'une capacité de production actuelle d'environ 2000 MW, l'État ivoirien veut atteindre 4000 MW en 2020. Cela pour faire face à la forte croissance de la demande en électricité due aux performances économiques. Visite du nouveau ministre des Transports à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Amadou Koné a promis un renforcement des capacités et une amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Il a toutefois précisé que des résultats sont attendus, notamment que les questions de sécurité et de sûreté soient bien observées. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires est chargée de la surveillance de 203 700 km² de superficie, soit 2/3 de la superficie terrestre de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la défense également, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée de prise de contact avec les troupes. Après les casernes d'Abidjan, il s'est rendu dans celles de Boaké, Daloa, Korogo et San Pedro, le point de ses visites de terrain avec Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées en tournée de prise de contact dans les casernes militaires.
De la 3e région militaire de Bouaké au 2e bataillon d'infanterie de Daloa, en passant par le 4e bataillon de Korogo et le bataillon de sécurisation du sud-ouest de San Pedro, le général de division Touré Sekou est allé voir et apprécier les conditions de vie et de travail de la troupe et s'imprégner de ses préoccupations. Saisissant l'occasion, le chef d'état-major général des armées a appelé ses hommes à la cohésion, à la solidarité et à la fraternité d'armes, puis leur a fait part de ses ambitions. Il s'agit de recréer cette armée républicaine et qui est la cohésion au sein de notre armée. De faire en sorte que notre armée puisse avoir les moyens de s'entraîner, de s'équiper. J'ambitionne enfin de faire participer notre armée aux différentes opérations de maintien de la paix. Aux officiers, il a demandé de faire régner la discipline au sein de la troupe à travers l'affirmation de leur autorité. Pour nous permettre tous ensemble d'avancer vers la recherche de solutions, il faut que la sérénité et le calme regagnent nos casernes. Ne faisons pas le nid à notre ennemi commun. Aucune partie d'entre nous ne peut à elle seule assumer tout le rôle et toute la mission des armées. C'est tous ensemble que nous pouvons être efficaces. Vous devez vous interdire tout propos ou toute attitude de nature à nuire à la cohésion, à la discipline et à l'esprit des armées. Dans chacune des villes visitées, le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, a rendu une visite de courtoisie aux autorités préfectorales. Les forces françaises présentes en Côte d'Ivoire renforcent les capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes. Les 5 véhicules militaires tactiques offerts participent à la reconstruction de l'outil de défense ivoirien. Abou Sanogo. La France, par la cession gratuite de ces 5 camionnettes tactiques, entend participer à la reconstruction de l'outil de défense ivoirien et soutenir son effort à la projection de force en opération extérieure. C'est en ces termes que l'attaché de défense de France en Côte d'Ivoire a rappelé l'importance de ce don en matériel roulant au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. La réception des 5 véhicules tactiques a été symbolisée par la remise de carnets de bord aux différents chefs de groupe. Occasion pour le général de brigade, Doumbia Lassina, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations des forces armées de Côte d'Ivoire et commandant les forces terrestres, de témoigner toute la reconnaissance des forces armées ivoiriennes à l'endroit des forces françaises en Côte d'Ivoire, suivi du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, qui a réitéré l'attachement de la France à former les forces ivoiriennes. Grâce à la formation de qualité que les militaires ivoiriens viennent de recevoir sur l'utilisation et la maintenance de ces engins et qui a été sanctionné d'un diplôme, j'ai la ferme conviction qu'ils seront veillés au parfait entretien de ces véhicules et nous prenons cet engagement à leur nom. Je suis donc aujourd'hui tout particulièrement heureux de sceller cette formation avec vous. Vos équipages en général sont bien formés. La mobilité conférée par les véhicules accroîtra la liberté d'action des fascis. Nous continuerons demain à œuvrer dans cet esprit de confiance qui nous unit afin de regarder l'avenir avec cette même confiance. Bien avant ce don, 25 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire, ayant achevé un stage de formation de 3 semaines en spécialité maintenance des véhicules militaires tactiques de type TRM 2000, se sont vus remettre leur diplôme de participation des mains du colonel Jean-Luc Kounz, commandant les forces françaises en Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale a enregistré en 2016 un excédent de plus de 75 millions de francs CFA. Elle note également une augmentation des allocations familiales et la revalorisation des retraites. La CNPS veut maintenir le cap pour cette année 2017, voire en faire plus. Cita Soro. 2016, année reluisante, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. La structure a enregistré un excédent de plus de 75 milliards de francs CFA. La CNPS en 2016, c'est le thème qui a permis au directeur général de la structure d'étaler le bilan de l'année écoulée. Selon lui, les allocations familiales qui étaient de 2 500 francs par mois par enfant sont passées à 5 000 francs et la pension minimum de 18 000 francs à 30 000 francs CFA.
Les retraites, quant à elles, ont été révalorisées de 5%. C'est des réformes qu'on a eu à faire avant 2012 et qui ont été adoptées en 2012. Et ces réformes-là ont assuré un équilibre de la CNPS sur les 25 prochaines années. Et donc nous sommes en plein, toutes nos projections sont respectées et les résultats même sont au-delà de ce que nous avons projeté parce qu'entre-temps, l'économie du pays s'est améliorée et puis le dynamisme aussi dans la gestion s'est amélioré. Pour 2017, la direction de la CNPS veut consolider le régime des travailleurs salariés et surtout intégrer les travailleurs indépendants. Il y a les commerçants, les artisans, certains agriculteurs, même les imams, les prêtres, et vraiment toutes ces personnes-là qui sont exclues, nous voulons les intégrer à la sécurité sociale parce que la sécurité sociale, c'est un outil important de lutte contre la pauvreté. Toute personne doit pouvoir avoir droit à une pension pour vivre de façon indépendante ses vieux jours. Cependant, des défis majeurs attendent la structure, car en Côte d'Ivoire, seulement 15% de la population jouit d'une couverture sociale. Petite incursion à présent dans nos assiettes. Le placali est une denrée alimentaire à base de manioc très prisée en Côte d'Ivoire. Mais ce mets est de plus en plus conditionné et vendu dans des sachets plastiques, une pratique condamnée par l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Pourquoi cela? David Soyo et Eric Goré. 10 heures au petit marché des Deux Plateaux dans la commune de Cocody ce 11 janvier. Un petit commerce attire notre attention. C'est la vente du placali prêt à être consommé. Cette denrée alimentaire à base de manioc bien prisée par les Ivoiriens se vend désormais en sachet à partir de 100 francs sans la sauce. Quand c'est déjà fait là, tu peux fabriquer une sauce à la maison et puis prendre le placali rapidement et puis manger avec, c'est facile. Ce que les femmes vendent à la sauce, vraiment bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Des fois quand tu viens, les mouches sont trop. Or ce placali c'est bien protégé. Les dames vendent les placali en détail ouvert façon, c'est pas intéressant. Il y a trop de poussière, trop de microbes. Mais le placali en sachet, je le conseille vivement à tout le monde, c'est encore mieux. Cette nouvelle pratique est plus adéquate à l'hygiène selon les vendeuses. C'est bien protégé par rapport à la poussière, c'est protégé par rapport aussi aux mouches. Donc le placali est très bien conservé. Un avis que ne partagent pas certains consommateurs qui n'ont pas confiance aux conditions de préparation de cet aliment. On ne sait pas comment la personne fait ça, donc moi je préfère payer puis aller faire moi-même. Je préfère ce qui est en même temps préparé parce que on sait que c'est nouveau, ils ont fait en même temps matin et puis vous mangez. Mais dans le sachet là, ça peut faire 1 semaine, 3 semaines, la personne ne va jamais jeter, il va continuer de vendre. Malgré tout, les tenancières des restaurants sautent sur l'occasion. Selon elles, cette façon de vendre, le placali satisfait leurs clients. Pourquoi on attache? Parce que là, ça fait encore plus classe et puis c'est joli à voir. Ça attire plus les clients par rapport à avant. Compte tenu de la poussière, on est au bord de la route, les voitures et autres là. Donc quand j'attache ça comme ça et puis je ferme, là c'est encore plus propre. Ça évite beaucoup de maladies. Selon l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, mettre un repas dans du plastique n'est pas conseillé. Dans le secteur de la vente de placali, nous avons constaté qu'il y a des emballages plastiques qui sont des emballages toxiques, qui peuvent entraîner de fausses couches chez les femmes, qui peuvent entraîner des problèmes de reins, qui peuvent entraîner des problèmes de foie, qui constituent véritablement un danger pour les consommateurs. Si le placali en sachet est à la portée des consommateurs, son emballage peut avoir des conséquences sur la santé. Pour prévenir les crises alimentaires, la Côte d'Ivoire lance 3 projets de promotion des cultures vivrières. Le programme d'appui stratégique ouvre ainsi la 2e session en 2016 de son programme. Isaïo nous en donne le contenu. Sakona Mariama, Dr Akba Alphonse et Dr Yao Kwame sont les 3 lauréats après un appel à projet lancé par le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. À travers leurs différents projets, ils vont apporter une réponse à la pénurie des cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Nous attendons à mener nos autorités gouvernementales à se pencher sur la question du droit foncier de la femme, en vue de lui permettre d'accroître la production des produits vivriers en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, nous comptons aider nos sœurs, nos femmes qui évoluent dans ce secteur afin que
le manioc, dont la principale denrée alimentaire est l'attiqué, ne puisse pas manquer sur le sol ivoirien et au-delà en Afrique. Pour les initiateurs, l'apport de la recherche scientifique est nécessaire pour promouvoir les cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu comprendre non seulement pourquoi il y a eu le manque, mais comment les populations en sont arrivées à la situation de pénurie. Donc, le PASRES en tant que chargé de conduire et d'accompagner la recherche a donc demandé une grande réflexion. Au terme donc de cet appel, nous avons reçu 33 propositions de recherche pertinentes. 3 projets ont été retenus. Et ce sont donc des projets de recherche qui vont apporter des solutions concrètes à la problématique du vivrier dans notre pays. Les lauréats bénéficieront d'un soutien financier du PASRES, Fonds compétitif de financement de la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Le transport routier, un secteur bien souvent miné par la violence et l'indiscipline. Le Haut Conseil des transporteurs et la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO ont décidé ensemble de célébrer ces conducteurs qui se distinguent par leur professionnalisme et par leur sens de la responsabilité. Franco Adio. L'alcool et la communication au volant, l'excès de vitesse, les chargements abusifs et la violence, quelques mots qui minent le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire selon le Haut Conseil des transporteurs. Mais il y a quelques bons exemples, ceux qui se démarquent par leur discipline au volant et leur sens de la responsabilité. Pour les encourager à servir d'exemple aux autres, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO, en collaboration avec le Haut Conseil des transporteurs, honore les acteurs du transport. Au nombre de 20, ils ont été distingués pour leur professionnalisme. C'est un sentiment de joie pour moi. Par rapport au diplôme que j'ai reçu, c'est le mérite. Vous savez, tout travail, il faut l'aimer. C'est dû au travail. L'heure à laquelle on décolle est toujours respectée. Et les clients aussi sont bien accueillis. Les chauffeurs aussi sont bien traités. C'est un message à nos collègues chauffeurs, des conducteurs, que le conducteur est un métier norme, le chauffeur professionnel c'est un métier norme, ça nourrit son autonome. Mais on ne doit pas se négliger. Il faudrait qu'on fasse tout possible pour respecter le métier que nous avons choisi, que la conduite. Le secteur du transport, un secteur stratégique pour le développement socio-économique d'un pays, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs, Diaby Ibrahim, exhorte donc l'ensemble des acteurs à plus d'ardeur au travail pour la professionnalisation du secteur. Créée en février 2009, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs, mais aussi de défendre leurs intérêts matériels et moraux. 22h38, ouvrant une page culture dans ce journal, Eugène Kakou, ancien journaliste à la radio et à la télévision nationale, raconte dans un livre son histoire, son parcours professionnel. Un livre fait de témoignages, d'anecdotes et d'hommages à des personnalités qui auront marqué 40 années de vie professionnelle. Moussa Konaté. De journaliste à écrivain, il n'y a qu'un pas. Après 40 années de métier de journaliste à la radio et à la télévision ivoirienne, Eugène Kakou utilise sa plume pour produire un livre. Une autobiographie dans laquelle l'auteur raconte sa propre histoire à travers des anecdotes, témoignages et hommages à des personnalités. Un ouvrage intitulé « Tu t'appelleras Eugène Kakou ». J'étais encore rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire. Et Eugène est arrivé, il m'a décliné son nom kilométrique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Où croyez-vous? Ici, vous êtes dans un média audiovisuel. Plus c'est court, mieux ça vaut. Et puis ici, on écrit et on parle pour l'oreille. Tu t'appelleras désormais Eugène Kakou. Parce que ça passe bien dans mon oreille. Ça va passer mieux chez l'auditeur. Voilà l'histoire. Comme on travaillait tous au sport, donc on a travaillé ensemble pendant très longtemps. Tout ce qui est dans le livre là, j'ai vécu tout ça. Voilà, j'ai vécu tout ça, donc vraiment, je me retrouve dans le livre. Parce que toute sa vie professionnelle, on a toujours travaillé ensemble. Et je pense qu'il a fait un travail pour nous tous.
Eugène Kakou, une passion, un talent et des prises de position qui lui ont valu des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Des expériences vécues qui doivent inspirer la nouvelle génération. En parlant de ma vie, en parlant de ce qui s'est passé, dire à tous les autres que dans la vie, les choses ne sont pas si faciles que ça. Il faut se battre dans la vie et il ne faut pas se décourager. Et pour les journalistes, il ne faut jamais s'auto-censurer. Jamais, jamais. Né en 1945, Eugène Kakou était journaliste et reporter sportif à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a animé des émissions, notamment Pas comme les autres, 5x3, Pays profond. Il fut président du Conseil national de la presse et également président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. À 72 ans, il fait donc ses premiers pas dans la littérature avec cette œuvre de 171 pages. La littérature, donc, une nouvelle corde à l'arc de cet ancien journaliste, et c'est l'une des disciplines des 8e Jeux de la francophonie, Abidjan 2017. Le ministre en charge des Jeux a présenté les premières maisons témoins du village des Jeux. Isaïo. Voici les premières maisons témoins à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, cadre prévu pour abriter le village des Jeux 2017 de la francophonie. Il a fallu travailler d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour en arriver là. Des travaux de fondation en passant par la construction des plateformes à l'importation de matériaux préfabriqués, toute l'équipe est restée mobilisée. Les ouvrages que nous avons réalisés ici sont des ouvrages du point de vue technique qui sont d'une grande dimension de calcul parce que ça a demandé beaucoup d'heures de calcul aux ingénieurs et il y a des défis mathématiques qu'on a dû résoudre pour pouvoir trouver des solutions. Actuellement, nous sommes en train de monter les murs qui vont héberger les athlètes. Mais c'est déjà préfabriqué, on n'a qu'à faire un montage. 4100 logements sortiront des terres ici dans les prochains jours. Des équipes alertes et professionnels du montage, du revêtement, de la plomberie, de la climatisation et des finitions y travaillent. Le rythme continue. En principe, nous produisons un bâtiment tous les 20 jours, mais par une seule équipe. Or, nous avons près de 15 équipes sur le terrain. Donc, ça fait 20 bâtiments qu'on va sortir tous les 20 jours. Il y en a 33. Au canal au bois de Trécheville, c'est aussi la même cadence de travail. Le podium de 20 mètres de diamètre devant recevoir la discipline des marionnettes géantes, des hip-hop et des jongleries a été surplombé par d'énormes charpentes métalliques en acier de 22 tonnes. De tout couvert au pas de course d'une bâche étanche importée d'Italie. Cette scène de 15 mètres de haut est logée au cœur de l'ensemble du dispositif du canal au bois. En arrière-plan, des bureaux administratifs et hangars vont servir à monter la marionnette géante. Dernière étape de notre randonnée, la salle polyvalente des sports de main, bâtie sur une superficie de 10 223 mètres carrés. Quant à la surface du bâtiment lui-même, elle est de 4 294 mètres carrés. L'aire de jeu, en revanche, fait 1900 mètres carrés. Au total, 1900 mètres cubes de béton ont été nécessaires pour ériger ce joyau architectural de 2500 places dont la date de livraison est prévue pour mi-février. Malgré les difficultés géotechniques rencontrées sur l'ensemble des sites de construction liés à la qualité du sol, les délais de livraison seront sûrement tenus. Au cours de ces Jeux, notre pays va s'offrir en vitrine au monde entier parce qu'il y a près de 500 millions de téléspectateurs et croyez-moi, nous avons intérêt à donner de notre pays la plus belle image possible. Les Ivoiriens et la grande famille francophone des 80 États membres peuvent être rassurés de la finition des travaux à temps. Du 21 au 30 juillet prochain, ils auront droit à des jeux grandioses, écologiques et sécurisés aux normes du développement durable. Un autre événement du monde culturel qui suscite bien des intérêts dans le pays, Miss Côte d'Ivoire. L'édition 2017 est lancée. Les présélections démarrent le 11 février prochain. Après 4 mois et 12 étapes, la grande finale aura lieu le 3 juin 2017. Franco Adio. Le numéro 20. 177 cm de prestance et de grâce, Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016 et ses 2 dauphines rendront le tablier au soir du 3 juin 2017.
Miss Côte d'Ivoire 2017 est donc lancée. 12 étapes pour les présélections qui débuteront le 11 février à Dimbokro et prendront fin le 24 avril à Daoukro. Le thème cette année, emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de croissance économique durable. C'est un thème qui est porteur, qui fait appel à la jeunesse, puisque nous voulons une jeunesse consciente et consciencieuse. 4 mois de présélection donc avant la finale du 3 juin. Cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités et un meilleur encadrement pour organisateurs et candidates. Nous avons souhaité cette année que les comités régionaux s'impliquent beaucoup plus dans la recherche des candidates, parce que c'est à partir de cette base que nous avons des candidates pour la finale. Nous avons aussi demandé un renforcement au niveau des candidates. Quand elles seront élues, mieux les encadrer avec des coachings, avec des éléments de Toastmaster qui leur permettront de pouvoir mieux s'exprimer en public. Principale innovation, la taille minimum désormais à 1,67 m au lieu de 1,68 m. Mais les mêmes critères, 17 ans révolus, nationalité ivoirienne et au plus 25 ans non révolus. Pour la présélection à l'international, la Grande-Bretagne s'ajoute aux 4 autres pays organisateurs. Rappelons que pour la finale, 2 candidates représenteront la diaspora. Miss Côte d'Ivoire 2017, le rideau s'ouvre donc. La qualité, c'est le meilleur promis par le comité d'organisation, le Comici qui pour l'occasion fêtera ses 21 ans d'existence. Un concours Miss est également au menu du Popo Carnaval de Beaunois. C'est d'ailleurs l'une des grandes attractions de ce rendez-vous culturel et touristique. Une innovation de taille pour cette 37e édition, la construction du palais du Popo Carnaval. Dans l'actualité internationale, le président américain interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. Donald Trump a choisi le Pentagone pour signer ce décret sur l'immigration. Il vise principalement à stopper l'entrée aux États-Unis de ceux que le président américain qualifie de terroristes islamiques radicaux. Mais le décret affecte plus particulièrement les pays musulmans et les réfugiés syriens. Direction le Gabon pour les quarts de finale de la CAN 2017. Le Burkina Faso se qualifie pour les demi-finales et élimine la Tunisie sur un score de 2-0. Le résumé de la rencontre avec Sébastien Wognan. Le Burkina Faso se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 après son succès face à la Tunisie. En première période, les 2 équipes parviennent à se procurer des occasions de but. Mais les attaquants resteront maladroits. Il faut attendre la 2e période pour voir la situation se débloquer. Sur ce coup franc, Aristide Bansé, entré en cours de jeu, délivre le Burkina Faso. Dans la foulée, Aristide Bansé à nouveau a l'occasion de s'offrir un doublé, mais sa frappe est repoussée par le poteau. Dominateur sur un contre parfaitement mené, Nakoulma marque le 2e but, son 3e but dans la compétition. Score final 2-0 pour les étalons du Burkina Faso qui obtiennent leur ticket pour les demi-finales. Et la 2e rencontre à l'affiche ce jour, Cameroun-Sénégal. Le Cameroun l'emporte après des prolongations et une série de tirs au but face donc au Sénégal. Le Cameroun ira en demi-finale. Voilà, merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci de rester avec nous. Tout à l'heure à 23h05, votre magazine sportif Soir de Cannes. Très bonne soirée à tous.